Bonjour, bienvenue à vous sur Médien TV dans On se dit tout. Et je suis sûre que vous serez très heureux de suivre cet épisode avec nous. Pourquoi? Parce que nous vous apportons un air de vacances en vous aidant à mieux préparer et à mieux anticiper vos vacances. Sinon, notre interview santé est consacrée aujourd'hui aux jeunes et aux problèmes gastriques. On en parlera avec le docteur Sarah Loudriri. Elle est gastro-entérologue. Bienvenue à vous sur Médien TV dans On se dit tout. On se dit tout, justement, dans quelques instants. Un air de vacances souffle sur le plateau d'On se dit tout aujourd'hui, bien parce que nous allons parler justement de vacances. Comment anticiper ces vacances tant attendues par les familles, par les enfants? Est-ce qu'on n'en attend pas justement trop? Comment optimiser ces vacances? Ce qu'il faut en attendre, eh bien on en parlera tout au long de cette émission avec vous. Docteur Asma Lorabi, vous êtes psychiatre, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. Et Madame Karima Rehani, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychosociologue et coach certifié. Merci beaucoup d'être là. Ouais. Alors justement, les vacances, est-ce que c'est un terme trop générique, Karima Rehani? Oui, moi je pense qu'il est trop générique. Du moment que, quand on pense aux vacances, on est dans cette envie de se dépasser dans l'épanouissement, dans la manière d'être, et du coup on se sent obligé de nous dire, bon, les vacances ça va être une libération, ça va être quelque chose qui va nous faire du bien. Et comment on voit les vacances quand on est dans un aspect d'organisation, et comment on voit les vacances quand on ne les prépare pas, quand on ne les organise pas, et quand on est juste cette envie de ne rien faire. Maintenant, le mot générique, il veut dire beaucoup de choses. Moi, je dirais que les vacances est un terme qui se joue quelque part sur la manière d'être et qui nous met dans une situation psychologique de zénitude. J'ai envie juste d'oublier toute l'année avec tous les petits détails d'épuisement, de stress, de non-soulagement. Et le mot vacances, il me donne une envie de m'évader. Moi, personnellement, il me donne une envie de m'évader. Je pense direct à la plage, je pense direct on dit le farniente, c'est-à-dire je ne ferai rien, je ne serai pas obligée de me réveiller le matin à 8 heures. Mais ça, c'est très subjectif. On va revenir à la subjectivité de la notion de vacances. Mais justement, c'est ça aussi, c'est que ce terme trop générique occulte les besoins de chacun. Vous êtes d'accord, docteur? Oui, tout à fait. Et d'autant plus que si on parle d'une famille qui part en vacances, la communication autour de qu'est-ce qu'on attend des vacances se fait très très rarement. On organise des choses, c'est un planning qu'on doit respecter. Et très souvent, quand on parle de vacances, c'est surtout synonyme de plaisir. Le souci, c'est que quand on a tendance à trop anticiper le plaisir, on peut tomber dans le plaisir, dans le piège justement de ne pas rencontrer le plaisir sur lequel on avait compté. Et puis deuxième chose, c'est que le plaisir, on parlait de subjectivité, le plaisir chez une mère de famille ne va pas être, les activités génératrices de plaisir chez une mère de famille par exemple ne vont pas être les mêmes si on ne prend pas garde bien sûr d'y réfléchir avant que pour son enfant de 8, 9, 10, 15, 20 ans. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de se rendre compte que vacances, ok, ça veut dire congé, c'est-à-dire il n'y a pas l'obligation de travailler. Mais derrière, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche le plaisir. Et il faut se poser la question de quels sont les différents moyens qui s'offrent à nous pour rencontrer ce plaisir. Et il faut aussi beaucoup se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des freins qui nous empêchent d'atteindre ce plaisir? Parce que pour parler de manière un peu plus générale, on a tendance à remarquer que de plus en plus de personnes ne savent pas forcément ce qui leur fait plaisir. Alors, c'est pas parce qu'ils ne se sondent pas ou ils ne se connaissent pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas l'occasion de mener des expériences qui sortent un petit peu de la routine et du cadre de la vie quotidienne, des obligations, etc. Donc, avoir de nouvelles expériences variées et qui que le plaisir puisse être rencontré de manière presque inattendue. Donc, déjà, les gens vont déjà avec cet handicap-là en vacances, en ne sachant pas plus trop quoi
quoi faire pour essayer de contenter l'un ou l'autre. Souvent, les grandes personnes, entre guillemets, les adultes se disent oui, moi je vais juste me reposer. Les enfants pensent immédiatement au jeu. Chacun a sa conception du plaisir. Sa conception du plaisir, et on se retrouve en fait à vivre des vacances ensemble, mais séparément, Oui. à reproduire le même schéma que celui de toute l'année. De la maison. Alors que parfois, on attend de ces vacances qu'elles nous ressoudent aussi en tant que famille. Justement, qu'est-ce qu'on attend des vacances? Est-ce qu'on se pose la question, Karima Rehani? Oui, on se pose la question si ces vacances-là ne répondent pas au plaisir de tout le monde. Parce que dans une famille, comme a dit bien le docteur, on a une mère de famille qui voudrait juste se reposer, la routine, parce qu'elle s'occupe de ses enfants, et il y a le travail et tout. Elle voit les vacances comme étant se ressourcer physiquement, et la délivrance des tâches journalières, et tout ce marathon que nous vivons nous-mêmes, mère de famille. Il y a le père, en fait, qui est dans cette attente de j'ai envie de faire mes activités, mais en même temps, j'ai envie de rester plus avec ma famille. Mais ça dépend, parce que chaque personne est là, ses attentes des vacances. Et on a aussi les enfants. S'il y a des enfants qui ont des âges un peu oui, la différence d'âge cause problème. Donc justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un rassemblement, une réunion de famille pour organiser les vacances. Vous en pensez quoi? Moi, je dis, ça va être un tout petit peu subjectif, mais quand même, on a beau organiser, il y a toujours quelque chose qui n'est dans les vacances qui ne peut pas nous faire atteindre l'objectif souhaité. Pourquoi? Tout simplement parce que à un certain moment, dans les vacances, on n'aime pas se faire un objectif. On aimerait bien vivre d'une manière ou d'une autre sans qu'on ait des attentes de ces vacances. L'important, voilà, c'est-à-dire l'important, c'est se sentir bien. C'est se sentir en liberté. C'est se sentir en liberté et de ne pas sentir en fait le poids des obligations. Oui, c'est vrai. Ouais. Ne pas sentir le poids des obligations, est-ce que c'est ça aussi qui fait rater les vacances? Parce que quand on est en famille, oui, on est plusieurs autour d'un seul et même projet et autour des mêmes attentes. En fait, c'est pour ça qu'on est là. En fait, c'est l'objectif. C'est-à-dire que dans un sens, on essaie un peu de dire aux familles organisez vos vacances, ayez cette possibilité de les organiser en amont. Mais organiser pas uniquement en termes de logistique, non, mais en termes émotionnels aussi. Oui, c'est-à-dire qu'est-ce qui ferait plaisir à tout le monde sans pour autant toucher le plaisir de chacun. D'accord. Alors, réunion de famille? Réunion de famille, alors j'aurais tendance à dire que c'est en effet en fonction de l'âge des enfants, parce que un enfant qui n'est pas encore autonome dans sa manière de penser, dans son désir, etc., n'aura pas tendance à... Mais il peut l'exprimer. Il peut exprimer ce qu'il a envie de faire, et il s'agit non pas de contenter tout le monde, c'est-à-dire qu'on prenne les objectifs individuels de chacun et qu'on essaye de trouver une espèce de formule pour concilier les différents objectifs de chacun, mais plutôt... Si on part du principe que les vacances, c'est une source de plaisir, à travers quoi? À travers le partage, à travers l'épanouissement, à travers la découverte de soi-même, etc., etc., eh ben, à ce moment-là, essayer de réfléchir à un projet commun où on peut inclure effectivement les enfants, tout le monde, pour aller vers une découverte qu'on va faire tous ensemble. Quand je dis une découverte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire forcément aller dans un pays exotique. Absolument. Hein, ça peut être découvrir une activité, ça peut être découvrir une région dans notre pays, ça peut être énormément découvrir une culture, découvrir une manière de vivre, etc. Donc des choses qui rompent avec le quotidien. Et là, c'est là où souvent les gens sont réticents. Il faut être conscient que pour arriver à ce genre de choses, il faut sortir de ce qu'on appelle la zone de confort. On a tous des vies confortables. Qu'est-ce que j'entends par là? On n'a pas de difficultés particulières ou inattendues tous les jours. On gère le quotidien comme ça vient, on sait à peu près ce qu'il nous faut, etc. Mais on n'est pas confronté à des choses nouvelles qui menacent notre équilibre. Quand je dis menace notre équilibre, c'est à prendre au sens le plus léger du terme. Parce que si par exemple moi je me lance, je me dis tiens, je vais aller découvrir qu'est-ce que c'est la vie bio dans un écologe par exemple, où il n'y a pas de télé, il n'y a rien du tout, etc. Bon, ça secoue votre zone de confort. Ça secoue ma zone de confort, oui, mais pour autant ça peut être générateur de plaisir. Oui. Surtout si la découverte se fait en famille, c'est-à-dire que c'est quelque chose dans laquelle chaque membre de la famille est impliqué et c'est un projet que chacun investit. Ok, j'aurais dû poser en fait la question différemment par rapport à la réunion de famille. Parce qu'avant de faire une réunion de famille,
c'est presque officiel et solennel ce que je veux dire, mais presque en fait, pousser chaque membre de cette famille à la réflexion, dans la mesure du possible, de l'âge des enfants et tout ça. Bientôt, vous serez en vacances, nous serons en vacances aussi. On part ou on reste. Partir, être en vacances n'est pas forcément partir, mais Bien bon, sûr. pour des raisons ou pour d'autres, on reste. Mais voilà, qu'est-ce que vous attendez de vos vacances? Et on se retrouve tel jour pour échanger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trop formel comme process? Oui, c'est trop formel comme process. Moi je vais peut-être C'est proposer trop une formel. méthodologie. Oui, mais C'est-à-dire que- justement, Kalima, Ouais. c'est trop formel. C'est plus corporate, on va dire, Voilà, corporate. comme façon de faire. Oui. Mais est-ce que ça ne serait pas efficace? Ça serait efficace, c'est sûr. On s'inspire de l'entreprise pour ramener des choses de l'entreprise qui fonctionne bien en entreprise à notre petite entreprise familiale. Mais c'est tout à fait. À la maison. Très, très bien dit, très bien dit. Moi, je dis que il faudrait se préparer en amont. Dans quel sens? C'est-à-dire, on n'attend pas le 1 mois de vacances. On attend à 1 mois de vacances, je vais faire la réunion. Ces réunions, ils doivent être un peu un jeu de famille. Déjà, moi, absolument. en tant que psychosociologue, j'aime beaucoup ça. Dans le sens où je me dis, allez, on se regroupe, on va parler de ça, chacun dirait son avis, sachant très bien que les parents connaissent leurs enfants quelque part. Parce qu'ils savent très bien, voilà, le grand, il voudrait plutôt ça, la petite, elle a une tendance ça, le cadet, il a une tendance ça. Et nous, on prépare, par exemple, un projet de vacances. Et ce projet de vacances, il pourrait être, comme a dit docteur tout à l'heure, j'ai bien aimé, on va aller faire je sais pas, 15 jours dans un lieu, dans une auberge. Il n'y a pas de télé, on va tous se confisquer, ces smartphones. On va être dans une ambiance de découverte de la nature. On peut le faire à la maison. Hein. On peut le n'a faire à pas la besoin nature. Mais d'aller n'empêche, aussi loin. comment faire adhérer les enfants à quelque chose qui paraît incroyable. D'accord. Incroyable. Alors justement, qui est le plus difficile à sortir de sa zone de confort? C'est l'enfant ou l'adulte? Ah, très bonne question. Moi, Docteur, je vous laisse répondre. Moi, j'aurais tendance à dire l'adulte, parce que l'être humain est un être d'habitude. Et la zone de confort, elle a tendance à se cristalliser quelque part avec la durée. Avec la durée, c'est pas tellement l'âge qui est problématique, c'est la durée. Et c'est vrai que les enfants, et surtout les jeunes enfants, ont cette incroyable soif d'exploration et de découverte, peut-être beaucoup plus que les adultes. Et ça aussi, ça renvoie, on peut se poser beaucoup de questions de pourquoi est-ce qu'on a du mal à sortir de la zone de confort. C'est l'anxiété, c'est beaucoup de choses. Il faut vraiment qu'on se rende compte de tout ça, parce que quand on arrive à justement se projeter pour les vacances, donc avec le concours des enfants ou pas, et qu'on... Ou pas Je vais vous dire, alors pourquoi je vous dis ou pas? C'est bien avec. Pourquoi je vous dis? C'est très bien avec. C'est un peu l'idée qu'on a envie de véhiculer aujourd'hui. Tout à fait. Mais on ne peut pas donner de recette miracle, parce qu'il existe dans plusieurs familles, on le sait, des relations fraternelles dans la fratrie qui peuvent être conflictuelles, avec de la jalousie, etc. Si on amène chacun à exprimer clairement ce qu'il veut, et puis dans notre choix, pour une raison ou pour une autre, on tend vers l'un ou l'autre, c'est générateur de soucis. Il ne faut pas l'oublier, bien évidemment, parce que sinon, l'enfant qui va se sentir lésé pendant toutes les vacances, mais moi, je ne voulais pas faire ça, etc. Il ne faut pas, justement, il faut peut-être arriver à trouver un bon équilibre. Tout à fait. Et en fait, je rejoins l'idée de tout à l'heure, il ne faut pas formaliser. Il y a des lieux de rencontre. N'oublions pas qu'on parle de famille, d'une famille, et classiquement, une famille, ça se retrouve autour des repas. Peut-être pas tous les repas, mais au moins une fois par semaine quand même. Donc, il y a, si vous voulez, des espaces qui permettent l'expression de chacun et l'échange. Et c'est là qu'on peut recueillir le sentiment de chacun et le désir de chacun. Implicitement. Oui. Et que ce ne soit pas, en fait, dites-moi, on a une réunion de famille aujourd'hui, allez les enfants, on se pose au salon. C'est-à-dire que la réunion, elle est formelle dans l'idée. Si on se salon avec des pop-corn, c'est pas grave. C'est génial. Mais sans dire réunion. Par exemple, on va voir un film ensemble et à la fin de film, on discute un peu et allez, on commence à parler implicitement des vacances. Pourquoi en fait ce process? C'est parce que tout au long de cette saison d'On se dit tout, beaucoup de spécialistes, et vous notamment, vous avez souvent insisté sur l'importance de la construction du dialogue au sein des familles, l'implication des enfants dans les processus de prise de décision. C'est la construction même de la famille. Et donc là, c'est l'occasion des vacances.
c'est l'occasion d'un moment aussi de bien-être pour toute la famille. On attend beaucoup des vacances et donc justement continuer sur la lancée d'impliquer les enfants Exactement. dans les discussions. Parce que c'est une forme de responsabilisation. On va les responsabiliser quand on va les impliquer dans le processus de décision des vacances. On les responsabilise si ça marche pas, ben, et on les éduque. Et on les éduque. Et quand absolument. on les implique, en fait, ils se sentent intéressants et importants. Et comme par magie, ils peuvent adhérer à des projets dont on ne soupçonne pas en fait la possibilité d'adhésion. Et du coup, on a le petit enfant qui dit, oui maman, tu me répètes la chose. On parle un tout petit peu de programmation neurolinguistique. Un enfant à qui tu répètes à chaque fois, mais tu sais, cet été, on a projeté d'aller découvrir la campagne de grand-père, juste comme ça. C'est-à-dire, on va aller voir un peu comment ça se fait, les chants et tout, comment ça se passe. Tu lui répètes ça. Il enregistre. Mais c'est-à-dire d'une manière automatique, parce que le cerveau, il enregistre. Et à un certain moment, vu le refus de tout, non, je ne veux pas y aller, non, je ne veux pas y aller, à un certain moment, je ne sais pas, par magie, j'ai fait l'expérience, il adhère. Il adhère et il te dit pourquoi pas. Et là, il faut aller chercher. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir dans ce champ, dans les champs de ses racines? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Il faut faire adhérer les enfants avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'implicité. De diplomatie. Et du diplomatie, sans pour autant que ce soit non, c'est moi qui décide et c'est moi qui ferai. Voilà. Il faut rouler avec la résistance des enfants. C'est vraiment ça, comme ça qu'il faut le voir. Joliment dit, rouler avec la résistance, c'est-à-dire rouler avec la résistance, c'est le processus décrit, mais je rajouterai une petite chose, c'est que souvent, quand on est dans ce genre de manière d'amener les choses, l'enfant, il peut, par exemple, oui, in fine, adhérer, mais en même temps même enrichir le programme de quelques petites suggestions qui, nous, avec nos têtes d'adultes, on n'y aurait pas pensé. Absolument. Ah bon, on va planter des arbres, on va couper du bois. Des petites choses qui paraissent... voilà, on n'y aurait pas pensé, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, ah tiens, ce serait bien de jardiner un petit peu, de leur apprendre le contact avec la terre, etc. Absolument. Donc, ce sont des petites choses, il faut être réceptif et il faut être... patient. Flexible. Hein, parce que là, tout de suite, quand je parle de jardinage, j'imagine un grand nombre de parents. Oh, non, c'est salissant, et puis machin, etc. Non, mais il fait chaud, on peut. Oui, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Ou alors, s'il s'agit de, par exemple, s'occuper des bêtes, si on parle toujours de l'exemple de la ferme, non, c'est dangereux, etc. Donc, il faut. C'est aussi pour ça que j'insiste sur le fait de sortir de sa zone de confort. Il faut s'autoriser à découvrir des nouvelles choses. Il faut s'autoriser à prendre des risques mesurés, j'insiste, mesurés. Donc voilà, c'est plus risqué que ma vie de tous les jours. Absolument. Il y a un petit truc, mais on y va quand même. Ouais. Et plus souvent, ça aussi, ça dépend de comment est-ce qu'on éduque nos enfants. Mais moi, dans l'approche cognitivo-comportementaliste des choses, je sais que par exemple, les enfants qui ont pas tendance à beaucoup découvrir de nouvelles choses et gardent, même à l'âge adulte, une certaine appréhension, une certaine craintivité par rapport à la nouveauté, par rapport à tout ce qui bouscule l'ordre établi. Exactement. Hein, ce sont des gens encore plus réticents à sortir de leur zone de confort. Et ça, si vous voulez, les répercussions... C'est la construction de l'adulte, en fait. Ouais. Tout à fait. Est-ce que c'est plus compliqué avec les ados ? Ah oui, hein. Alors, l'enfant, on lui fait miroiter les champs et les vaches et la boue, et pour lui, c'est une grande découverte. Oui. Et ça l'est, justement, et ça construit son identité, et ça lui permet de faire des explorations. Mais l'ado, dans tout ça... C'est plus compliqué. C'est plus compliqué, pourquoi ? Parce que l'ado, quand on parle de l'adolescence, j'aime bien la résumer en une phrase, c'est la période à partir de laquelle l'enfant a son identité et donc s'affirme. Enfin, s'affirme, je dirais même plus que s'affirme, il aura tendance même à vouloir s'imposer. Il y a des enjeux narcissiques quelque part, hein, c'est-à-dire je veux ça. Et souvent, cette découverte de soi ou cette affirmation de l'identité, malheureusement, passe par l'opposition aux parents. Et donc, forcément, une fois qu'on sait que la dynamique qui régit un adolescent, heureusement pas tous, est susceptible, il est susceptible d'y avoir de l'opposition, etc., il faut redoubler de malice. Rouler avec... il faut redoubler de malice. Rouler avec cette opposition. Voilà, il faut redoubler de malice, mais aussi, n'oublions pas que l'enjeu éducatif face à un ado, c'est l'accompagner dans cette prise d'autonomie, dans cette affirmation de l'identité, etc. Et ça veut dire que quelquefois, on doit céder à 2-3 choses. Je vous donne l'exemple, c'est « non, je n'ai pas envie de partir en vacances avec vous. Voilà, je veux rester. Il y a mes copains ici. » Voilà. Donc ça...
souvent, ça désarçonne pas mal les parents. Il faut pas, je ne peux pas dire... s'il part, c'est en tirant la tête pendant toutes les vacances. D'où l'intérêt de comment arriver à négocier, comment arriver à recueillir son consentement. C'est très important. N'empêche que quand un ado, je parle de la société marocaine parce qu'on y vit, quand il va par exemple dire à ses parents à l'âge de 15 ans, je n'y vais pas avec vous, il sait très bien. Je ne partirai pas en vacances, pas je ne vivrai pas. Non, je ne partirai pas en vacances avec vous. Il sait pertinemment qu'il partira. Ouais. Oui, parce que, tout à fait. Il sait très bien qu'il ne reste pas à la maison seul. Il sait très bien. Là il y a des parents qui vont comprendre cela. Ils vont quand même aller doucement jusqu'à ce qu'il adhère parce qu'ils n'aimeraient pas la tranche pendant un vacances. Absolument. Mais sinon, comme a dit le docteur aussi, moi j'aime beaucoup le fait que céder 2 ou 3, 4 choses ça veut dire gagner le projet. Sur les heures de sortie et d'entrée aussi, parce que ça aussi c'est problématique pour les parents quand ils partent en vacances avec leurs ados. Avec les ados, c'est ça, parce qu'en fait, derrière le « non, je ne vais pas partir avec vous », j'ai besoin d'être autonome. Je veux plus de liberté. Voilà, donc ok, tu viens avec nous en vacances, mais par contre, tu auras des après-midi libres où tu fais ce que tu veux, tu fais les activités qui te plaisent, qui sont organisées je ne sais pas où, tu peux sortir tant de fois avec tes amis, tu peux éventuellement... Donc ça, c'est une discussion importante à anticiper. Ah mais ça, dans la vie de tous les jours, pas que pour les vacances. Oui, mais notre sujet, c'est les vacances, bien sûr. Alors, en fait, pour l'anticipation des vacances, ce qu'il faut faire, c'est que l'enfant, enfin l'ado, moi quand je dis ado, je parle à partir de 14 ans jusqu'à 18 ans, les 4 années-là, les parents ne comprennent pas en fait. Ils étaient enfants, ils étaient bien, ils étaient dociles. Mais apparemment, ça commence avant 14 ans. Oui, la préadolescence, c'est 12 ans, je pense. Voilà. 12 ans. Et à un certain moment, on a quelqu'un d'autre devant nous. On a quelqu'un qui s'affirme, une personne qui voudrait, d'une manière ou d'une autre, imposer son avis, défier les parents, parce qu'il se dit j'existe. Et d'un seul coup, il ne faut pas, en fait, pour préparer les vacances, on attend le dialogue jusqu'à l'approche des vacances. Le dialogue, il doit être permanent. Il doit être l'écoute active avec les enfants est très importante parce qu'en les écoutant, ils nous livrent le meilleur d'eux-mêmes. Et à un certain moment, on arrive quand même à les amadouer, à les avoir un peu de côté et dire voilà, écoute maman et papa, on te veut du bien, tu vas découvrir des choses qui sont très importantes pour toi. N'empêche que on va te donner la possibilité de voir tes amis de telle heure à telle heure. Tu pourrais éventuellement, si tu veux, sortir. On va tarder. Les parents ils vont pas accepter, mais ça va être une fois sur la semaine où ça va être surveillance et tout. Mais maintenant la question qui se pose, est-ce que ces parents font ça toute l'année? Parce que l'ado, il n'y croit pas, en fait. S'il a des restrictions très graves, il sait très bien comment on réagit. Bon, tu me dis ça pour m'amadouer, pour après, je ne vais pas céder. Alors, il faut absolument le dialogue, je dis aux familles. Il faut une relation de confiance aussi. On prépare les vacances, mais on prépare les vacances toute l'année. Oui. C'est-à-dire avec le dialogue et avec beaucoup de bienveillance dans le discours. Parce que si on dit, par exemple, un parent dit je t'achèterai ça si tu fais ça et on ne le fait pas, là, la confiance, elle se perd. Et comment le faire convaincre que plus tard, quand tu auras les vacances, que le papa ou la maman, ils vont vraiment être à la hauteur, ils vont vraiment tenir leur parole. Voilà, moi je me dis aux familles, allez-y, construisez pour que les vacances se passe d'une manière... Et pas uniquement, toute la vie. Voilà, toute la vie, voilà. Tout à fait. Et par rapport aux promesses, c'est super intéressant et merci de l'avoir souligné parce que c'est vrai, c'est que justement, si jamais on promet des choses à nos enfants pendant les dites vacances, il faut absolument respecter ses promesses. Ça, c'est le b.a.-ba de la confiance mutuelle. C'est pas que pendant les vacances. Dès qu'une promesse sort, il faut arriver à la tenir, sauf cas de force majeure. C'est très important. Les enfants sont beaucoup plus sensibles à ça. Alors, il y a aussi un point important, c'est que pendant l'année, chacun est dans ses occupations, les parents au travail, les enfants à l'école, les devoirs, les obligations du quotidien. Et on attend des vacances, on se dit que c'est l'occasion de se retrouver. Sauf que lorsqu'on s'est trop perdu avec nos enfants, parce qu'on peut se perdre avec nos enfants aussi, est-ce que c'est pas trop attendre des vacances? Alors, il y a se retrouver, parce que se retrouver, être dans une espèce de relation fusionnelle pendant le temps des vacances,
Ça, je pense que ça n'existe pas et c'est pas sain de toutes les manières. Hein, les gens qui éprouvent ce genre de difficultés, ce sont des gens qui, bien souvent, ne voient pas leurs enfants grandir. C'est pas qu'on se perd avec les enfants, c'est juste que l'enfant, il se construit de plus en plus, il s'affirme. Et quand je parle de s'affirmer, ça veut dire que lui aussi, il a tel ou tel désir, telle ou telle aversion, telle ou telle préférence, etc. Et donc, forcément, on ne va pas passer tout le temps ensemble. Ça, c'est très important de faire son deuil rapidement, même si on est quelqu'un qui donne énormément d'importance aux relations familiales. Une fois que les enfants passent le cap des 7-8 ans, on ne parle même pas d'ado ou de pré-ado, ils commencent de plus en plus à vouloir s'autonomiser, à avoir leur bande de copains. Ça commence dès maintenant. Et donc, il ne faut pas en attendre trop, il ne faut pas leur en vouloir, c'est très important. On ne va pas en vouloir aux enfants de ne penser qu'à jouer avec leurs enfants. Avec leurs amis. Avec leurs amis, c'est leurs camarades, c'est nous. On est censé être les parents, donc on est censé avoir un petit peu de sagesse. Sur justement les vacances, est-ce que c'est l'occasion de rattraper un petit peu le temps passé, que ce soit avec les enfants, mais aussi avec le conjoint? Eh bien, juste après la pause. Et je rappelle aussi notre interview santé consacrée aujourd'hui aux problèmes gastriques et le jeûne. On en parlera avec Dr Salah Oudriri, elle est gastro-entérologue. À tout de suite sur Médiane TV. Toujours sur le plateau d'On se dit tout, bien sûr, pour vous sur Médiane TV. Les vacances, eh bien, on les prépare pour vous, pour que vous puissiez en profiter et les passer en toute sérénité en famille. Votre santé aussi, avec les problèmes gastriques liés aux jeunes, on en parle en fin d'émission. Mais revenons à l'importance de bien penser ses vacances en famille. Et justement, on s'était arrêté sur ce point. Est-ce que les vacances sont le moment de rattraper un peu le temps manqué pendant l'année? Chacun est occupé. Docteur Lorabi disait qu'il faut quand même tempérer parce que, passé un certain âge, nos enfants, même si on est à côté d'eux, eh bien, ils grandissent, ils ont besoin de plus d'autonomie. On va donner peut-être deux exemples qui font parfois culpabiliser les parents et qui poussent à trop attendre des vacances, à passer trop de temps avec les enfants. Le papa, on va dire, ou la maman, souvent absent pour des raisons professionnelles, très souvent, on va dire, sur les routes, très souvent loin de la maison. Les parents attendent des vacances, l'occasion de se retrouver pleinement avec leurs enfants. Et oublient peut-être aussi que l'enfant a besoin de son indépendance, a besoin de son autonomie, a envie de jouer avec les enfants de son âge. Et ça pose problème. Bien sûr que ça pose problème. Alors, l'enfant n'a pas juste envie de jouer, parce que on peut vraiment quel que soit son âge, il a besoin d'expérimenter dans le cadre de relations avec des pairs. C'est-à-dire des enfants du même âge, etc. Ceci est autant valable pour un enfant de 8 ans que pour un adolescent, que pour un jeune adulte. On a besoin de se retrouver, d'échanger, d'avoir des centres d'intérêt à peu près communs, etc. Donc c'est comme ça aussi qu'on imagine les vacances. Moi, la réaction péjorative de la part du parent, absolument, qui dans cette attente un peu farfelue, permettez-moi de le dire, pourquoi est-ce qu'elle est farfelue? Et d'abord, pourquoi est-ce qu'il la ressent de manière péjorative? Parce que moi, je pense honnêtement que ça le met face à ses propres carences, face à son insuffisance, et ça veut dire que la personne, à ce moment-là, réalise qu'il y a eu peut-être des manquements, etc. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on est très occupé, il faut passer du temps de qualité. Je ne parle pas de quantité. On a tous des vies plus ou moins remplies, plus ou moins contraignantes, etc. On peut peut-être pas pour tous voir les enfants, c'est-à-dire dans un cadre serein tous les jours, mais il faut se rattraper sur des bases régulières. Les week-ends, si c'est pas possible tous les week-ends, tous les 2 week-ends, mais de manière systématique et que ce soit quelque chose de posé. C'est très important. Donc les gens qui réagissent, pour moi, les gens qui sont face à cet espoir et puis qui après sont dans cette déception, c'est un peu des gens qui se sentaient dans le besoin de réparer la relation avec leurs enfants et qui n'y arrivent pas du fait des vacances. Cette réparation aussi pour un autre cas de figure, les mamans. Pourquoi les mamans en particulier? Parce que c'est elles qui sont, on va dire, le plus souvent dans le quotidien, l'opérationnel, on va dire. La logistique. La logistique, c'est la réalité des choses. Et justement, elles manquent, par la force des choses, de temps et parfois même de patience et d'envie, parce que la fatigue peut prendre le dessus.
et ne passent pas ce temps de qualité avec leurs enfants, donc avec ses enfants. Donc elle attend ses vacances pour, entre guillemets, profiter, réparer. Sauf que lorsque, sur plusieurs mois, la relation était basée sur les ordres, les injonctions, et parfois malheureusement sur les cris aussi, pour faire plier et adhérer, c'est difficile de retrouver une relation sereine en très peu de temps. Oui, c'est source de frustration, là encore. Tout à fait. Mais là, si on prend l'exemple de la maman, elle emmène avec elle un bout de son quotidien. Si on parle du rôle, quand on parle de logistique, d'intendance, etc., il faut qu'il y ait clairement une rupture, si on parle de vacances, pour pouvoir s'épanouir, etc., il faut qu'il y ait une rupture claire avec ce qui se passe d'habitude à la maison. Hein, et si on parle de repas, etc., ce serait bien que tout le monde y contribue. Absolument. Si on parle de tâches, c'est éminemment important. Parce que, du coup, la maman ou le papa, quand c'est un papa c'est lui qui gère les enfants, etc., en tout cas, le conjoint sur lequel repose l'intendance et la logistique de la petite famille pendant les vacances, ce ne sont pas des vacances et je dirais même, le plus souvent, c'est pourvoyeur de stress, enfin de fatigue, donc de stress, donc d'agressivité. Absolument. Donc voilà, il y a des L'idée n'est pas de culpabiliser les parents, mais juste de leur dire, bon, on va dire, analysez la situation, analysez vos attentes de ces vacances, prenez du recul avant même de partir en vacances et dites-vous qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui l'est moins. Par rapport à l'histoire de rattraper le temps, c'est aussi pour certains couples l'occasion de se retrouver et pour certains aussi l'occasion de communiquer, de discuter de ce qui ne va pas. Est-ce que les vacances sont une occasion pour régler ces problèmes de couple? Régler les problèmes c'est une question épineuse. C'est une question réalité épineuse. Aussi. Maintenant, est-ce que le temps qu'on... Pourquoi je vous pose la question? Parce que là aussi, quand on parle ça revient à l'idée de la subjectivité des vacances. C'est-à-dire, nous avons un couple, un homme et une femme. L'homme veut partir en vacances et se dit, bon on a pas mal de soucis. Je vais profiter de ces vacances pour aborder la question et voir comment on peut réparer les choses. Je finis mon exemple. La femme, elle, part au même endroit, on va dire, part en vacances aussi, mais avec un autre esprit. Je pars en vacances, j'ai besoin de me vider l'esprit de tout mon quotidien, de toute mon année professionnelle, conjugale, etc. Donc, lorsque cet homme va aborder la problématique conjugale avec son épouse et qu'elle est, on va dire, quasi hermétique à cette discussion parce qu'elle s'est mentalisée pour une autre forme de vacances, est-ce que ça ne risque pas de poser des problèmes? Il ne faut pas mettre ça dans un cadre que mes vacances y seront juste pour cela. C'est-à-dire si j'ai la possibilité de... Mais c'est une réalité qu'elle est. C'est une réalité, oui, on la vit. Cette réalité, tout le monde vit cette situation. On aimerait bien parce qu'on se trouve entre nous et on se dit que l'autre va m'écouter plus et puis le cadre n'est pas un cadre stressant. On pourrait peut-être avoir plus d'empathie entre nous deux. Et absolument. Voilà. Maintenant, la problématique qui se pose... Je voulais un peu corser. Ouais. Je voulais un peu compliquer. Dis-moi. Non, c'est ça en fait, le cas de figure. Voilà, le cas de figure, non, c'est un cas de figure réel et vécu. Maintenant, est-ce que je suis prête à écouter l'autre alors que j'ai envie juste de me libérer l'esprit? La question qui doit se poser, c'est comment faire adhérer mon conjoint à m'écouter? Parce que c'est ça, en fait, il faut qu'il m'écoute, il faut qu'on essaye un peu de discuter pour trouver... pour déverrouiller la situation. Déverrouiller la situation. Et là, la meilleure des choses, c'est le choix du moment. C'est-à-dire, c'est pas, moi j'ai envie, par exemple, on parle de vacances, mais les journées de vacances, ils sont pas, pour moi, ils se ressemblent pas. C'est-à-dire, je peux très bien voir mon conjoint en mauvaise humeur cette matinée, il a envie d'aller à la plage, c'est pas le moment là où je vais demander, non, on se parle maintenant. Oui, mais quand la communication est déjà un peu effritée et que je le vois de mauvaise humeur et que je me dis pourquoi encore il tire la tête, on est là en vacances, il gâche les vacances. Là aussi, c'est une réalité de couple, parce que partir en vacances, c'est pas rose, malheureusement, pour tout le monde. Mais est-ce que c'est bien de dire à la personne qui tire la tranche, pourquoi tu tires la tranche tout de suite? Est-ce que on doit régler quelque chose? Moi, je dis, je le laisse un peu. Bien sûr. Je trouverai le moment. Il faut être intelligent. C'est la partie, c'est la personne empathique. Mais oui, on est d'accord, mais je pense qu'il y a une toute petite précision, si vous me permettez. C'est, dans votre question,
il y a une petite ambiguïté. Est-ce qu'il s'agit de diagnostiquer le problème ou de le régler? Si c'est le régler, moi je vous dirais les vacances, oui, c'est bien. Parce que justement, le régler, c'est-à-dire qu'on l'a déjà diagnostiqué, on sait qu'il y a déjà un tel ou tel problème entre nous, on en a déjà parlé, on est déjà d'accord. Et donc les vacances, à travers le partage, n'oublions pas que le partage, c'est ce truc formidable qui permet de consolider le lien. Hein, si on arrive à effectivement aller vers le partage, quand je parle de partage, c'est partager un moment, partager une émotion, partager des choses, partager, je dirais, la fascination d'une découverte, des petites choses comme ça. Ça peut permettre de tourner la page. Ça peut permettre de commencer à réparer un petit peu. Mais de là à diagnostiquer effectivement le problème conjugal en pleine vacances, je pense que c'est l'assurance de vacances ratées. Ratées, absolument. C'est vrai. Donc je pense que vous avez bien répondu à la question. Partir en vacances en famille et s'octroyer du temps pour soi, est-ce que c'est nécessaire? Oui. Moi, enfin, je dirais que c'est primordial. Parce que c'est la petite partie temporelle qui me permet en fait de me ressourcer moi-même. Mais il faudrait que je l'explique d'une manière non blessante. C'est-à-dire que quand une maman, elle dit non, maintenant, ne me dérangez pas, je vais dormir 2 heures. Et elle le dit avec beaucoup de brutalité, comme elle le fait à la maison, même si on est en vacances. Là aussi, c'est... Enfin, il faudrait quand même... Je vais me reposer, les enfants, j'aimerais pas qu'on me dérange. Et après, on fera une activité ensemble. Les préparer à ce que je veux par exemple juste lire un livre, je veux juste regarder la télé toute seule. Parce que ce moment en fait de solitude, que ce soit en vacances ou pas, le thème est vacances, il est très important pour se parler à soi-même, pour se faire plaisir à soi-même. Et ça rentre dans la confiance en soi, l'estime de soi, la structure de la personnalité. Et tout ça va m'aider à bien communiquer. Parce que ce qui aide à communiquer, en fait, c'est de bien monologuer avec soi-même pour pouvoir communiquer avec l'autre. En fait, on oublie souvent que quand on part en vacances, on part à 3 personnes dans notre tête. Exactement. Hein, moi, l'individu, moi, le conjoint et moi, le parent. C'est très important. Et ces 3 doivent avoir leurs vacances. Hein, c'est très important. Si je me dis, ouais, ça va être les orteils en éventail, etc., là, c'est clairement individualiste. Je ne pense pas à mon rôle de conjoint ou mon rôle de parent. Si c'est juste mon rôle de parent et je ne pense pas à moi, idem, etc. Donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument respecter. Et par rapport à l'histoire de la sieste et les enfants, moi, j'aurais tendance à encourager les gens. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Par exemple, plutôt que de dire oh, laissez-moi dormir, exprimer une émotion en rapport avec le fait de dormir. Les enfants, ça me ferait très plaisir que je puisse dormir. Est-ce que vous pouvez me laisser rien que ça, tout de suite, ça change énormément la perception de l'enfant. Parce que quand on dit ah, les enfants, allez, c'est bon, dégagez, il faut que je dorme. Ça ne donne plus envie. Et pas comme par magie, les enfants ne respectent pas quand on leur dit ça. C'est là où le vacarme va tomber sur la tête des parents parce qu'on n'a pas bien expliqué la situation. On n'a pas dit ça me ferait plaisir de dormir. On vient de dire je vais dormir, je suis fatiguée, vous m'avez fatiguée. Et là, d'un seul coup, on a quoi? On a l'enfant, il prend ça, mais il réfléchit, il cogite, il le personnalise, comme vous dites, docteur. Et du coup, on a ce refus en fait de laisser l'autre se reposer parce qu'il ne culpabilise. Et voilà, tout est dans la manière. Eh ben, tout est dans la manière. Très bonnes vacances à tout le monde. Merci. Nous, on est toujours sur Média TV. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité, justement. Karima Rehani, vous êtes psychosociologue, coach certifié. Dr Atma Lorabi, vous êtes psychiatre. Madame, monsieur, merci beaucoup. Moi, je reste avec les téléspectateurs. On enchaîne sur votre santé, la santé de votre appareil digestif. On en parle avec le docteur Sarah Loudriri. Elle est gastro-entérologue. Et comme promis, on s'intéresse tout de suite à votre appareil digestif pendant le mois de Ramadan. On en parle avec le docteur Sarah Loudriri, gastro-entérologue. Bonjour docteur. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous remercie. Alors, notre appareil digestif est mis à rude épreuve pendant le mois de Ramadan. Mythe ou réalité, docteur Loudriri? Alors, mythe ou réalité, ça dépend plutôt des habitudes de rupture de jeûne que du mois de Ramadan lui-même. Donc, en effet, quand on a des mauvaises habitudes de rupture de jeûne, lorsqu'on a l'habitude de manger trop gras, trop salé, trop épicé, trop sucré, effectivement, notre tube digestif est mis à rude épreuve, on a des lenteurs à la digestion, etc. Tandis que quand on rompt le jeûne de manière beaucoup plus équilibrée,
quand on rompt le jeûne de manière beaucoup plus légère, à ce moment-là, au contraire, le tube digestif est mis au repos et ça lui permet de bénéficier d'une régénération et de se détoxifier de manière saine. D'accord. D'ailleurs, il y a un prix Nobel qui vient d'être remis en 2016 qui justement montrait les avantages du jeûne, notamment lors de la détoxification cellulaire. Alors, la rupture du jeûne est très importante, mais il y a aussi ce qui vient après. À savoir le dîner, à savoir sahur, entre les repas aussi. Ça aussi, c'est important? Bien sûr, c'est tout à fait. C'est ce qui est primordial, justement. Il faut apprendre l'habitude de rompre le jeûne de manière légère, avec des boissons qui ne soient pas trop froides, pas trop chaudes, ne pas manger trop précipitamment, pas en grande abondance, et ça va permettre de continuer les activités ultérieures et de permettre au tube digestif de digérer beaucoup plus lentement. Alors, pas trop froid, et là il fait chaud justement, et souvent à l'heure de la rupture du jeûne, on a soif, et premier réflexe, c'est date et eau. Est-ce que c'est un bon réflexe? Date, oui. Eau, oui, mais à température ambiante. Pas de problème. Pas de problème. Un verre, 2 verres, les personnes qui vont au-delà d'un verre d'eau, est-ce que c'est beaucoup? C'est beaucoup. Dans un premier temps, oui. Commencer lentement. Et puis par la suite, boire à sa soif, boire en quantité suffisante, mais pas trop rapidement. C'est le mot-clé. Alors, on va aller sur la particularité des consultations pendant cette période. Beaucoup de personnes se plaignent de reflux gastro-œsophagien. Oui, tout à fait. Alors, les consultations durant cette période, effectivement, il y a beaucoup de consultations de reflux. Il se trouve que durant le mois de Ramadan, et surtout à partir du 10e jour du mois, la sécrétion acide commence à augmenter jusqu'à 50%. Et cette sécrétion ne revient à la normale qu'après un mois à la fin du Ramadan. Ce qui fait qu'effectivement, les gens ont tendance à ressentir des brûlures au niveau de l'œsophage, des remontées acides, et effectivement, ça peut les gêner. Oui. Et pourquoi justement 10 jours après le début du mois de Ramadan et un mois après pour une stabilisation? Le retour à la normale se fait de manière lente. D'accord. Donc, mais c'est dû à notre alimentation? C'est physiologique. Non, au contraire, c'est physiologique. Physiologiquement parlant, un mois après le Ramadan, la sécrétion acide commence à retourner à la sécrétion basale. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais 10 jours avant, cette sécrétion augmente. Cette sécrétion, après le 10e jour, vous avez dit? À partir du 10e jour du Ramadan, l'augmentation arrive à 50% au-dessus de ce qu'elle était avant de jeûner. Et c'est physiologique? C'est physiologique. Donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas graisser davantage l'estomac parce que cet acide est en quelque sorte mauvais pour l'estomac? Alors, il ne faut pas l'agraisser en rajoutant une mauvaise alimentation. Encore une fois, une alimentation trop sucrée ou trop grasse, ça augmente de l'acidité gastrique. Mais il faut savoir que malgré cette augmentation physiologique, seuls 10% des jeûneurs ne ressentent de symptômes. Donc, ça reste quand même quelque chose de supportable. Très bien. Alors, reflux gastro-œsophagien, il y a aussi des troubles des intestins. Oui, il y a des troubles dyspeptiques qui concernent tout le tube digestif, mais également une constipation dont se plaignent pas mal de personnes. Et c'est principalement dû, encore une fois, à l'alimentation qui est pauvre en fibres, pauvre en légumes, et puis pas assez de boissons après la rupture du jeûne. Il faut savoir que la constipation en elle-même est source d'autres types de consultations, à savoir de complications telles que les crises hémorroïdaires ou les fissures anales, qui sont principalement dues à la constipation. Alors justement, ces personnes, soit celles qui vont venir pour les troubles gastro-œsophagiens ou encore pour les troubles dyspeptiques, initialement ces personnes, est-ce qu'elles ont déjà un terrain favorable ou ça peut arriver à n'importe qui? Ça peut arriver à n'importe qui à hauteur de 20%. D'accord. Donc, il y a des personnes qui se plaignent de rien du tout et dans 20% des cas, commencent à se plaindre de troubles dyspeptiques, de reflux. Maintenant, les personnes qui étaient déjà sujettes à des ulcères, si l'ulcère est cicatrisé depuis plus de 3 mois et si la personne est protégée du point de vue gastrique, ça rejoint la population générale. Elles n'ont pas à se plaindre d'autre chose que les autres personnes. Maintenant, si ce sont des ulcères qui sont récents, à ce moment-là, les consultations ont lieu la plupart du temps en urgence, parce que ce sont des complications qui ont lieu, notamment hémorragiques ou perforation d'ulcères. Mais là, encore une fois, ce sont des personnes qui ne sont pas censées avoir jeûné. Elles jeûnent malgré une contre-indication médicale. Absolument. En tant que gastro-entérologue, vous posez certaines contre-indications au jeûne? Tout à fait. Alors, les contre-indications au jeûne sont connues. Donc, bien évidemment, un ulcère récent de moins de 3 mois. Donc là, la personne ne doit pas jeûner.
Je tiens à préciser que pour les personnes qui souffrent d'ulcères et dont l'ulcère est cicatrisé et qui ont une gastroprotection une semaine avant le ramadan et durant le ramadan peuvent jeûner de manière normale. D'accord. D'accord. Donc en dehors de l'ulcère, il y a les patients qui présentent des cirrhoses du foie, qui sont décompensés. À ce moment-là, la contre-indication au jeûne est posée. Et puis toutes les maladies en poussée, notamment les maladies inflammatoires, intestinales, toutes les maladies en poussée, contre-indique le jeûne durant le mois de Ramadan. D'accord, absolument. Alors, pour revenir aux crises d'hémorroïdes, Oui. justement, les personnes qui en font hors Ramadan, c'est-à-dire qui ont l'habitude d'en faire, est-ce qu'il faut une prise en charge particulière pendant cette période? La prise en charge, c'est la prévention en aval, si vous voulez. D'accord. Et ça repose avant tout sur une hygiène alimentaire et une hygiène de vie, donc une alimentation riche en fibres pour ne pas entraîner de constipation, une activité sportive légère, pas trop intensive durant le ramadan. Donc c'est plus une hygiène de vie à respecter qu'autre chose. Alors, nos principales erreurs, en fait, c'est nos erreurs en termes d'alimentation, c'est ce qui influe directement sur la santé de notre appareil digestif, mais il y a aussi beaucoup d'automédication. Alors, il n'y a pas plus d'automédication durant le mois de Ramadan qu'en dehors de cette période. Par rapport au reflux, par rapport aux troubles des intestins. Alors oui, bon, certains patients vont prendre des médicaments qui vont soulager leur douleur. En général, ce sont des médicaments en vente libre, donc il n'y a pas de problème pour être soulagés. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a certains patients qui ont l'habitude de s'automédiquer, notamment en anti-inflammatoires, en aspirine, etc. Et durant le mois de Ramadan, ça provoque plus de complications qu'en dehors du mois de Ramadan, parce que le tube digestif est doublement agressé. D'accord. Entre cette augmentation de l'acide gastrique et l'agression des médicaments. Chimiques, voilà. Chimiques, absolument. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tous ces désagréments, docteur Oudreri? Alors, il y a certaines règles à suivre et qui sont d'ailleurs dictées par la religion. Notamment le jeûne des quelques jours précédant le mois de Ramadan est fortement conseillé puisqu'il prépare notre organisme au mois suivant. Également, le jeûne des quelques jours suivant le mois de Ramadan permet un retour à la normale progressif. Donc ça, c'est pour préparer. Mais là, nous sommes en plein mois de Ramadan. Durant le mois de Ramadan, il faut rompre le jeûne par des aliments qui sont légers, en quantité et en qualité, puis dîner 2-3 heures après la rupture de jeûne. Alors dans l'idéal, il faudrait que l'assiette comporte un quart de protéines, un quart de sucre lent et la moitié de légumes et de fibres. Il faut veiller à bien s'hydrater durant toute la soirée, boire progressivement 1,5 litre d'eau durant toute la soirée. Et puis pour le repas matinal du suhoor, c'est conseillé de prendre beaucoup de liquide, de prendre des céréales et notamment l'avoine qui va aider à ne pas sentir la faim durant la journée suivante. L'avoine, parce que ça gonfle dans l'estomac? C'est ça tient bien, ce sont des sucres lents et c'est un coupe-faim naturel et ça permet de passer une bonne journée. Ah, ça c'est une bonne idée, c'est une bonne information, je retiens. Alors, docteur Oudreri, justement, les nuits sont courtes, les soirées sont courtes. Est-ce que, par exemple, on peut, vous en tant que médecin, est-ce que vous pouvez conseiller ou ne pas contre-indiquer une rupture du jeûne qui constitue aussi un dîner, en fait, et que le repas d'ensuite ne soit pas 2 heures après, mais plutôt le repas du suhoor? Effectivement, c'est ce qui se faisait traditionnellement il y a plusieurs années, et les gens s'en portaient pas plus mal. Moi, à titre personnel, c'est ce que je fais, effectivement. C'est une rupture de jeûne avec un bouillon clair ou une soupe de légumes, et par la suite, le dîner qui reste léger. Et puis, avant de s'endormir ou lors du repas matinal, effectivement, les céréales complètes. Oui, céréales complètes, oui, moi, je conseille absolument ce mode de rupture de jeûne. C'est-à-dire qu'on n'agresse pas l'estomac comme ça, on ne le laisse pas trop longtemps vide? Non, du tout. C'est bien supporté, c'est bien toléré, à condition de commencer lentement une rupture de jeûne lente, avec des liquides. Et par la suite, notre repas, notre dîner. Et d'ailleurs, je conseille aussi de commencer par le fruit, avant d'entamer son dîner à proprement parler. D'accord. Donc, un bouillon clair, une soupe de légumes. Un fruit.
et son repas principal. Et son repas principal. Docteur Sarah Loudriri, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau d'On se dit tout. Merci pour tous ces conseils. Vous êtes, je le rappelle, gastro-entérologue à Rabat. Merci à bientôt, de m'avoir docteur. invité. Merci, C'était au un revoir. plaisir. Au revoir. Quant à moi, eh bien, je vous souhaite une très très bonne suite des programmes sur Médien TV. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée. Très bonne suite des programmes et à très vite sur les ondes de la radio du Grand Maghreb et sur Médien TV.